se trouve ici sur la base de Nahal Oz, là où les sentinelles de l'armée israélienne observaient mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, ce qui se passait de l'autre côté de la muraille, de l'autre côté vers Gaza. C'est elle qui, depuis des mois, disait aux échelons les plus élevés de l'armée israélienne que quelque chose se tramait sans pour autant être entendu et écouté. On se trouve avec Eyal Eshel, le papa de Roni. Il va nous raconter l'histoire de Roni. Eyal, bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci d'avoir accepté de revenir ici, là où tout s'est terminé pour votre fille, là où tout s'est terminé pour Roni, et de faire parler de son histoire, mais de l'histoire de façon générale de toutes les sentinelles. C'est ici, dans cette base, il y avait un poste de commandement qui fonctionnait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les soldats se reliaient des astreintes de 4 heures, et c'est Roni qui était au poste de commandement ce Shabbat. Tout l'événement commence là, dans cet abri. Eyal, vous allez nous y emmener dans cet établissement qui sécurise les sentinelles qui veillent ici, les observatrices qui veillent ici. À 6h30, on est tous réveillés avec les alertes qui tournent à l'intérieur du pays, mais en particulier ici dans le sud du pays. À 6h30, vous, qu'est-ce que vous recevez comme signe de Roni? Alors tout d'abord, je vous dirais que aujourd'hui, presque 2 ans après le 7 octobre, nous pouvons dire que ça n'a pas vraiment commencé à 6h23, que l'incursion dans la base elle-même était aux alentours de 6h10, et toutes les soldats qui étaient dans le poste de commandement sont restés à l'intérieur et on a verrouillé le poste de commandement. Les terroristes sont arrivés tout d'abord à l'abri qui se trouve ici. C'est de là qu'ont été kidnappés 7 des soldats. Ici ont été aussi tués toutes les autres soldats. Ça, c'est le site du poste de commandement. Voilà ce qui reste du poste de commandement lui-même. Il a été brûlé. C'est un des postes de commandement les plus sophistiqués qu'il y avait en Israël. Tout ce qui se passe aujourd'hui, toute la technologie, tous les appareils étaient parmi les plus avancés possibles. Nous pensions que ces soldats étaient dans un endroit le plus sûr possible, mais nous nous sommes trompés. C'est ce que vous lui dites quand Roni, elle vous dit « Papa, vous comprenez rien, ils connaissent tout de nous ». Et là, vous lui répondez « Tu travailles pour l'armée la meilleure au monde, la plus sûre au monde, la plus forte du monde ». Est-ce que c'est ce que tu lui aurais dit à nouveau aujourd'hui? La confiance que nous avions dans l'armée vraiment a subi un grand coup. Et ça n'est pas un cliché. Le fait est que nous avons adopté cette expression les soldats de personne, parce que personne ne s'est intéressé à leur sort. Les soldats pouvaient voir tout ce qui se passait dans la bande de Gaza et elles l'ont intégré dans les systèmes de surveillance et personne n'a rien fait. Et lors de la fête de Sukkot, Yorni était chez nous à la maison. Mercredi matin, 3 jours avant le 7 octobre, elle était sur le seuil de la porte, elle était en uniforme, elle avait sa longue tresse, parce qu'elle avait de longs cheveux, et elle nous a dit la situation est brûlante, ils savent tout à notre propos, et après les fêtes, il y aura une incursion. Et je lui ai dit, mais Roni, nous avons une armée très forte et on se verra Shabbat. Et c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Quand tu fais ce tour de cette base, que tu reviens ici, est-ce que tu comprends aujourd'hui, 2 ans après, presque dans tous les détails, presque seconde après seconde, ce qui est arrivé à Roni? Ici, sur ce sentier, c'est là qu'elles ont pris le dîner, qu'elles ont mangé le dîner pour la dernière fois. Il y avait une table avec beaucoup de nourriture, elles étaient toutes très joyeuses, elles chantaient, elles riaient. Et voyez ce qui reste. Ce qui reste, ce sont des autocollants. Et entrons maintenant dans le poste de commandement. C'est ici que Roni était assise. Elle occupait le deuxième poste. Et tout ce qui nous reste d'elle, tout ce qui nous reste à faire,
c'est cette bougie que j'allume. Et même aujourd'hui, alors que je suis avec vous dans ce poste de commandement qui a été brûlé, ce que j'attends, c'est une phrase, une seule de l'armée, et l'armée n'est pas prête à publier. Cette phrase, c'est «Débrouillez-vous toute seule, nous n'avons personne à vous envoyer». Et Ronnie était ici devant les écrans et a fait preuve d'un héroïsme exceptionnel. Elle n'est pas partie même alors que les terroristes se trouvaient à l'extérieur avec leurs armes, avec leurs grenades, avec leurs roquettes. Elle n'a pas bougé, elle a continué à voir les terroristes euh, encercler la clôture de la base et elle les a vus entrer dans la base. Ce qui me fait souffrir, c'est que je ne lui ai jamais pris son téléphone pour trouver le numéro de téléphone d'un commandant parce qu'elle ne répondait pas au téléphone et je ne savais pas qui appeler. Et ce que je regrette, c'est de ne l'avoir pas forcé à me permettre de me plaindre auprès de l'armée. À chaque fois, elle disait non, papa, ne m'embarrasse pas. Et, et je n'ai rien fait, et c'est quelque chose qui me fait souffrir jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas été assez obstiné, assez têtu et je ne me suis pas forcé à le faire parce que j'ai perdu cette bataille. J'ai perdu cette bataille et je ne l'ai pas assez protégée. Je n'ai pas assez protégé, même si c'était difficile à faire. Mais vous savez, c'est la souffrance d'un père. C'est le sentiment qu'on peut avoir, et c'est un sentiment que je ne souhaite à personne. Ce sentiment de n'avoir pas été capable de défendre votre fille. Et en fin de compte, elles ont été brûlées vives. Tout cela parce que je faisais confiance à d'autres personnes, à des officiers, à un système différent. Je leur ai confié ma fille. Il y a des gens qui sont responsables de ce qui s'est passé ce samedi matin, les bébés qui ont été brûlés, les gens qui ont été tués, les otages qui sont encore là-bas. Et je suis ici aujourd'hui avec vous alors qu'il y a encore 50 otages qui sont là-bas et Ronnie n'est plus. Nous sommes aujourd'hui très en colère. Nous sommes furieux et nous sommes aussi frustrés. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que juste derrière cette porte, il y a le poste de communication de ce poste de commandement. Et la porte était fermée à clé. Si quelqu'un avait dit, la clé se trouve là, en cas d'urgence, entrer dans cette salle de communication, il est tout à fait possible qu'elles aient pu s'enfermer et peut-être que ces filles seraient encore aujourd'hui avec nous. Eyal, vous avez décidé d'apporter le plus de réponses. Votre lutte, vous la faites au quotidien pour l'établissement d'une commission d'enquête et pour essayer de faire la lumière au maximum sur tout ce qui s'est passé ce matin du 7 octobre en y apportant toutes les réponses à chacune des questions que vous vous posez, évidemment, bien sûr, légitimement. Ce sera votre combat, c'est avec l'obtention de toutes ces réponses que vous aurez l'impression de fermer ce cercle d'une certaine façon. C'est une excellente question et c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup parce que je n'ai pas réussi jusqu'à aujourd'hui à prendre le temps de faire le deuil parce que je me suis engagé sur la tombe de Ronnie à Kfar Saba, dans le cimetière militaire, que je ne cesserai d'agir tant que je n'aurai pas les réponses et que tous ceux qui doivent être traduits en justice le soient. Il y a un échec de l'échelon militaire et de l'échelon politique. Notez bien que je parle de l'échelon politique. Je ne suis pas là pour dire du mal de l'armée. Nous avons une armée formidable avec d'excellents officiers. Mais il y a un échelon politique qui a failli à sa mission. Et nous tous, tous les parents de toutes les observatrices, toutes ces soldats qui étaient là pendant cette crise, nous n'allons
cessé de protester jusqu'à ce que les responsables soient jugés. C'est une histoire qui est très triste parce que on aurait pu empêcher cet événement. Si quelqu'un avait analysé les données qui étaient disponibles depuis des mois, et Ronnie, quand elle était à la maison, a dit ils nous étudient, ils savent tout sur nous, ils ont des services de renseignement. Et presque tous les jours, il y avait un drone qui venait de la bande de Gaza et qui survolait le secteur. Il prenait des images. Et ensuite, lorsque des soldats de Tsahal téléchargeaient des photos sur les réseaux sociaux, sur Telegram, sur Instagram, ils croisaient, ils comparaient les images avec les images qu'ils avaient. Donc ils avaient des services de renseignement excellents. Donc ils connaissaient très bien Nahal Oz. Ils savaient où ils devaient entrer. Ils connaissaient par cœur là où se trouvaient les systèmes de communication, les systèmes électriques, le générateur. Et ce samedi matin, ce Shabbat matin, à chaque moment, ils savaient exactement où se diriger parce que ils ont fait entrer les liquides inflammables dans les canalisations de la climatisation. Mais je soulignerai que depuis les premières heures du matin et jusque vers midi, on aurait pu encore sauver les soldats parce que le poste de commandement a continué à fonctionner, à travailler et à continuer à fournir des informations. Et les soldats qui étaient dans ce poste de commandement, certaines ont pu prendre leur téléphone pour dire leurs adieux à leurs parents. Et le poste de commandement a brûlé pendant de nombreuses heures et ce n'est que dimanche, dans l'après-midi, qu'on a réussi à éteindre l'incendie. Donc, pensez aux heures d'incendie et à la quantité de matériaux inflammables. Et quelques minutes après midi, il y a eu l'ordre d'évacuation. Et c'était le signal pour les soldats de quitter leur position et de se diriger vers ce couloir-ci. Elles se sont dirigées vers la droite et elles ont fait le chemin que nous faisons maintenant. Mais elles couraient et il y avait une telle panique qu'en fait, elles se sont dirigées vers la chambre de Shir Elad, cet officier formidable qui s'occupait d'elle, et c'est là-bas qu'elles se sont cachées. Mais je dois dire que pendant l'événement, il y a aussi 7 soldats qui se sont enfuis du poste de commandement et ces soldats auraient pu sauver ces jeunes femmes. Et sur ces 7 soldats, il y avait aussi 4 officiers de l'armée israélienne. Et cela, c'est une honte. Lorsque on ignore la valeur de la camaraderie, de la solidarité, et tous ces mots magnifiques, des générations de soldats ont été éduqués sur la base de ces valeurs et ces valeurs ont complètement disparu ce samedi matin. איך הן מתנגנות לך? איך אתה מאמין בחזרה במדינה, בכל הערכים האלה שאתה מדבר עליה? זה כן בוער בך? Je vous l'ai déjà dit, nous avons une armée qui doit recevoir une gifle, il doit tirer les leçons pour corriger les choses. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pour cela que nous sommes là, pour corriger les choses. Parce que la culture organisationnelle et l'état d'esprit doit être réparé, doit être changé. Et je l'ai dit à tous les officiers, jusqu'au chef d'état-major, je suis là pour vous. Utilisez-nous.
c'est-à-dire que même nous, les parents endeuillés, moi, j'ai la volonté d'améliorer les choses pour vos enfants, pour les enfants qui grandiront ici en Israël, parce que les officiers de l'armée doivent être dignes de ces enfants. Les officiers de Tsahal aujourd'hui doivent être dignes de cette jeune génération qui un jour seront des soldats ou des soldates ici. Et nous allons changer les choses. De la même manière que nous savons commémorer ces jeunes femmes qui ont perdu la vie ici, et je ressens une tristesse et une douleur profonde. Mais j'attends l'instant où je pourrai être assis chez moi, devant cette même table à laquelle j'étais assis avec Ronnie, pour commencer enfin à faire mon deuil, pour accepter le fait qu'elle n'est plus là et ce précipice énorme qui s'est créé. Parce que le deuil, c'est quelque chose qui infecte tout. Et mon rôle, ça a été toujours de l'éduquer parce que c'était une jeune femme qui donnait tout en permanence. Et ça me réjouit. Mais il y a aussi beaucoup de tristesse avec cette joie parce qu'en fin de compte, elle n'est plus là.